Et tout d'abord, cette dernière minute, l'ancien président d'Israël, Shimon Peres, qui avait subi une intervention cardiaque il y a quelques jours, a de nouveau été hospitalisé ce soir. Il aurait été victime d'un léger malaise. Il est placé en observation pour la nuit. Rien d'inquiétant, disent les médecins à l'heure qu'il est. Et puis, autre dernière minute, cet attentat à l'arme à feu ce soir en Cisjordanie, dans la région de Dolev, près de Ramallah. Des coups de feu ont été tirés depuis une voiture. Un Israélien a été blessé. Pas d'autres précisions pour l'instant. Benjamin Netanyahou, on en parlait tout à l'heure, qui a apporté un soutien très marqué aux implantations aujourd'hui, alors que les critiques européennes ou américaines se sont accentuées. Il a promis de faire valider, par exemple, au plus vite, la vente de 2 logements par un arabe à des juifs il y a quelques jours à Hebron, ce qui avait déclenché des incidents. Mathias Inbar. Allez en avant, entre. Les maisons de la colère. L'entrée y est rapide, le pas pressé. Jeudi dernier, des résidents des quartiers juifs de Hébron pénètrent dans 2 appartements qu'ils affirment avoir achetés à un Palestinien. Une installation qui passe mal, tout d'abord sur le terrain avec des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Mais c'est surtout du côté politique que la polémique enfle. Car sur ordre du ministre israélien de la Défense, la police des frontières et l'armée évacuent mini-militari les lieux. Levée de boucliers de la droite, plusieurs députés du Likoud, le parti du Premier ministre, et du Parti national religieux déserteront ce lundi la séance de la Knesset, le Parlement israélien. Binyamin Netanyahou et Moshe Ya'alon, le ministre de la Défense, justifient leur décision. Je soutiens les implantations et j'apprécie ces résidents qui se tiennent face au terrorisme avec courage et détermination. Mais nous sommes tenus de respecter la loi. L'État d'Israël est un État de droit et je n'ai pas l'intention de trouver un compromis lorsque la loi est violée. Dans le cas des maisons à Hébron, la loi a clairement été violée. Lorsque vous voulez occuper une maison, il y a des étapes légales à respecter. Aucune d'entre elles n'a été respectée. Et c'est pour cette raison que ces occupants ont été expulsés. Depuis, le ministre de la Défense a autorisé la rouverture que d'une seule maison, seule condition que la porte d'entrée ne puisse être accessible que du quartier juif pour éviter les affrontements avec des Palestiniens. L'un des propriétaires affirme que cet achat a été fait légalement, sauf qu'un décret présidentiel palestinien interdit la vente de biens immobiliers à des juifs. Dans ce genre de cas, les transactions ont alors lieu dans le plus grand secret. Alors, dans ce contexte, évidemment, on a beaucoup parlé d'implantation. Il y a également ces propos tenus par le chef de file du parti travailliste en Israël qui ne sont pas passés inaperçus. Yitzhak Herzog en visite en France ce week-end et qui a déclaré que pour lui, le moment n'était, semble-t-il, pas venu de créer un État palestinien. Le contexte n'est pas bon, a-t-il dit. On va en parler avec 2 invités. Bonsoir, Michael Barzvi, professeur de philosophie politique à l'Université de Tel Aviv. Et bonsoir, Nissim Zvili. Vous avez été député travailliste et vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Justement, en tant qu'homme de gauche, est-ce que vous comprenez ce qu'a voulu dire Yitzhak Herzog, ou est-ce que vous êtes choqué, comme l'ont été d'autres membres du parti Avoda, du parti travailliste? Tout d'abord, je crois que c'était une déclaration inattendue, un peu bizarre et surtout ambivalente. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 2 choses. Il a dit d'abord qu'il faut se séparer des Palestiniens. Alors la question que je me pose, comment se sépare des Palestiniens sans négociation? Et la deuxième chose qu'il a dit, qu'on ne peut pas arriver à un accord de paix parce que c'est pas exactement... D'abord parce qu'il n'y a pas de partenaire. Et surtout parce qu'il y a trop de tensions entre nous et les Palestiniens. Alors sur ces 2 sujets, je voudrais le dire aussi. Je dirais que d'abord, c'était une très grave erreur politique. Yitzhak Herzog, il a effacé dans cette déclaration la raison d'être du Parti travailliste. Pas seulement du Parti travailliste, du camp de la paix. Même s'il a raison, même si c'est la vérité, une déclaration faite de cette façon, c'est que les résultats sont clairs. Mais ce n'est pas seulement ça. J'ai quelque chose à lui découvrir. Il y a des négociations avec Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne sur les sujets de sécurité dans la Cisjordanie. Il y a des négociations directes et indirectes avec le Hamas sur le calme relatif dans la bande de Gaza. Et c'est les 2 partenaires. Et ces négociations,
sont menées par un gouvernement de droite. Pas par Bougie Herzog, pas par Yitzhak Herzog, mais par un gouvernement de droite. Ça veut dire que quand on dit qu'il n'y a pas de partenaire, c'est un peu bizarre. Après, la troisième question, pourquoi il ne pose pas la vraie question? Pourquoi il y a cette tension dans la Cisjordanie? C'est dû au moins à deux éléments. Un, l'incitation, comme on l'a vu aujourd'hui, et la deuxième, l'occupation. Il n'a pas dit un mot sur l'occupation des territoires. Il n'a pas dit un mot sur ce qui se passe à Hebron. Il faut laisser le ministre de la Défense, un homme de droite, même s'il est membre d'un kibbutz, lutter contre les extrémistes, les radicaux de droite, pour essayer de quand même réaffirmer les droits ou la loi israélienne, même dans les territoires occupés. Ça veut dire, quand je réfléchis à cette déclaration, elle manque de profondeur, elle manque de sérieux. Est-ce que vous trouvez qu'on y perd son latin, là, aujourd'hui? On entendrait Herzog tenir de tels propos? Non, on n'y perd pas son latin. Il faut... je rappelle une phrase que citait souvent Kissinger, voilà. C'est Israël n'a pas toujours de politique étrangère, elle a surtout une politique intérieure. Et donc je pense que le Parti travailliste est un parti qui est en reconstruction, qui cherche sa voie, et peut-être en destruction, ça je ne sais pas, qui cherche sa voie et qui se prépare à des élections internes, primaires. Donc il essaye de marquer un certain territoire. Je pense que Herzog essaye de se placer, encore une fois, dans l'échiquier du Parti travailliste, plutôt vers le centre, et aller vers peut-être un jour un gouvernement d'union nationale ou d'unité ou de grande unité, et donc peut-être qu'il prépare le terrain. Et surtout, il veut se démarquer, je dirais, de la gauche de son parti. Et donc, c'est les réactions immédiates par rapport à cette déclaration, qui, à mon avis, est plutôt un non-événement. Je suis d'accord avec Nissim, parce qu'il y a une espèce de double langage. D'un côté, dire, effectivement, il faut se séparer des Palestiniens, mais il n'y a pas de partenaire actuellement, ce qui est en partie vrai, en partie faux. Il n'y a peut-être pas de partenaire pour arriver à un accord définitif. Peut-être qu'il y a un partenaire pour arriver à un accord temporaire, provisoire, en attendant que les choses se calment. Donc, je pense que c'est assez contradictoire comme déclaration, effectivement. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, le Parti travailliste cherche sa voie, qu'il a un petit peu perdu sa voie. Et là, je suis d'accord avec Nissim Zvili que, effectivement, le Parti travailliste n'a plus exactement sa voie, je dirais, sa voie est en train de se perdre quelque part. Il y a un autre aspect aussi assez intéressant, malgré tout, dans cette déclaration, c'est la reconnaissance du fait que l'idée d'un État palestinien est une idée qui est en train de s'éloigner. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, je dirais dans la phase pragmatique de création d'un État, c'est totalement impossible. Et plus on va, plus ce sera impossible. Et là, il y a effectivement un problème, ou bien il peut y avoir, comme on dirait, un grand Big Bang, c'est-à-dire quelqu'un des dirigeants qui disent, voilà, on fait maintenant une négociation, mais là, il faut avoir des deux côtés de vrais leaders. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, des deux côtés, il n'y a pas quelqu'un qui est en mesure de trancher. Netanyahou n'a pas de majorité, il n'arrive pas à faire un accord de coalition avec l'opposition, disons avec les travaillistes ou le centre-gauche. Et donc, de côté palestinien, on a affaire à un leader qui est vieillissant, mais qui, le jour où, justement, Herzog dit « nous n'avons pas de partenaire », prend des décisions assez courageuses pour arrêter le terrorisme du Hamas et et a répété aujourd'hui dans des interviews à des journalistes israéliens qu'il y avait une coopération sécuritaire exactement selon les accords avec Israël. Donc là, il y a une petite contradiction, effectivement. Vous savez, je crois que ce qui est très dangereux, qu'on commence à construire un consensus national vers la création d'un État binational. Quand le parti... Pardon. Peut-être de facto. D'abord, je sais que c'est de facto, mais on est en train de la construire de jure. Quand le Parti travailliste, qui devrait être le leader du centre-gauche, il dit on n'a pas de partenaire, trop tôt de discuter de l'avenir, alors de quoi on parle exactement? Ce qu'on parle, on parle de ce qui se passe. On parle de quand exactement l'extrême droite va prendre le pouvoir. Quand exactement ceux qui sont aujourd'hui hors la loi deviendront le courant central de la société israélienne.
quand exactement on devra éduquer nos enfants à vivre dans un État binational. Au début, on sera peut-être, nous les Juifs israéliens, on sera peut-être majoritaire. Après une décennie, on deviendra minoritaire. Ça veut dire que ce discours, il est tellement décourageant. Ce discours, il montre tellement que la gauche israélienne et que le centre-gauche israélien n'ont rien compris. Exactement comme Lapid. Lapid, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de se radicaliser. Il essaye de... Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on doit choisir entre Netanyahou présentant la droite ou Lapid ou Herzog présentant la droite, on préfère l'origine. Il n'y a aucune raison d'élire Lapid ou d'élire Bougie Herzog pour réaliser une politique de droite. C'est ça c'est ça la tragédie de ce peuple. Vous savez, je sais que vous êtes fatigué de m'écouter. Je le dis, non, parce que je le dis déjà des années. Je le dis des années et c'est ça ce qui m'inquiète le plus. Ce qui va se passer, et rien ne peut plus l'arrêter. C'est que le courant radicaux qui ont commencé par l'assassinat de Rabin sont amplifiés à une ampleur telle, à une force politique telle, ce sont eux qui vont décider de l'avenir de l'État d'Israël. Et la droite israélienne et les laïcs israéliens, le centre, la gauche israélienne et les laïcs israéliens et la centre-gauche, ils sont devenus bourgeois, comme on dit. Embourgeoisés. Ils sont embourgeoisés. Ils restent dans leur salon, sur leur sofa, regardent la télévision et disent oh, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne font rien. Ils n'ont plus de... Nous, pas eux, nous. On n'a plus de force, on n'a plus de courage, on n'a plus d'idéologie pour laquelle on veut se combattre. C'est pour ça que la droite et l'extrême... Pas la droite, l'extrême droite est en train de gagner le terrain et c'est eux qui vont décider de l'avenir de l'État d'Israël. Alors, partage en partie l'analyse de Nissim. Simplement, je pense... c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais cela dit, je pense qu'il y a une sociologie en Israël. Et cette sociologie, elle montre que la population va plutôt à droite, quand on analyse les résultats du dernier scrutin, on voit qu'il y a une absence totale du Parti travailliste dans les zones où il y a de la précarité sociale, dans les zones, je dirais, de la périphérie. Et donc, ce que devrait faire le Parti travailliste, c'est avoir des leaders qui puissent retourner sur ce terrain-là et regagner les voix. Aucune chance au monde. Et donc cette sociologie, je dirais, cette sociologie politique joue contre le Parti travailliste. Donc ce que fait Herzog aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'aller sur le terrain pour chercher les voix et regagner, je dirais, les voix de ce peuple qui est finalement souffre peut-être de la précarité sociale et économique, eh bien il va chercher les voix à droite. Parce qu'il sait que de cette façon-là, peut-être qu'il peut revenir au pouvoir dans un gouvernement de coalition, et donc il droitise un peu son discours. Je crois que c'est une stratégie qui est, de son point de vue, très, très pragmatique, très, je dirais, politicienne. Mais dans le système actuel, est-ce qu'il a un autre choix? Aujourd'hui, on voit que le Parti travailliste a perdu toutes les villes de la périphérie. Donc là où il y a du chômage, le Parti travailliste n'a pratiquement pas de voix. Les voix vont soit au parti religieux orthodoxe, soit au Likoud. Alors que ce sont eux qui sont au pouvoir. Michael, il n'y a rien de nouveau. Ça fait déjà 40 ans que c'est comme ça. Ça fait moins de 40 ans quand même. Ça fait 35 ans, ça fait 30 ans. Oui, mais c'est un processus. Le Parti travailliste, même le Mapai historique, n'a jamais été un vrai parti socialiste. Il a été toujours il a toujours été le parti de la middle class. Il a toujours représenté, je dirais, la colonne vertébrale de la société israélienne. Et aujourd'hui, vous savez, je me rappelle quand il y avait 25% de chômage à Ofakim et que 80% des électeurs à Ofakim, ça fait déjà 25 ans de ça. Ils ont voté pour la droite et pour Chasse et pour les partis religieux. Il faut se réveiller de ces... Non, mais il se veut se réveiller, non, parce que le sujet sur lequel on vote en Israël n'a jamais été le sujet social et économique depuis des décennies. On parle beaucoup de social, économique, on parle. En fin de compte, quand on vient voter, on parle
on vote pour les Arabes ou contre les Arabes. Et ça, c'est exactement, tu sais, on peut investir à Ofakim des centaines d'heures de travail. Il n'y va pas y avoir un seul vote qui va passer de la droite ou de parti religieux vers le parti travailliste ou vers la gauche israélienne. Parce que c'est une mentalité. Et ce qu'on est en train de perdre maintenant, on est en train de perdre la gauche, on est en train de perdre le centre-gauche. Et si on va continuer comme on dit, nos discours, pas nos discours, le discours du chef du parti aujourd'hui, dans les prochaines élections, le parti travailliste sera 10 mandats au maximum, parce qu'il est en train de perdre sa base électorale. Et ça, ce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas recevoir 80% du vote en Israël. On peut arriver à 51%. C'est exactement ce qu'a fait Netanyahou. Il a pris toutes ses troupes, il les a regroupées et il a reçu 61 mandats. C'est le maximum auquel il peut arriver. Et la gauche israélienne, étant donné qu'elle ne veut pas prendre en considération les votes arabes, elle ne peut jamais arriver à ces 61 mandats. La seule chose mais même si on va se droitiser, on va dire OK, on va tirer sur les terroristes chaque jour à 8h du matin exactement. On va essayer d'être plus extrémiste que Bibi Netanyahou. Aucune chance au monde. Ce n'est pas la direction qu'il faut prendre. Moi qui ne suis pas un homme de parti, et encore une fois, c'est faire de l'analyse politique. Plus, hein. Analyse politique, c'est de voir quelles sont les chances de gagner des élections. Aujourd'hui, dans le système actuel, et vu la sociologie politique, le Parti travailliste, ayant perdu, étant devenu un parti d'élite quelque part, d'élite économique ou sociale, ce parti ne pourra jamais revenir au pouvoir parce qu'il n'a ni le peuple, ni l'idéologie qui correspond à ce peuple. Alors ça, je suis d'accord sur cette analyse. Donc, il faut changer le système politique. Donc, ce qu'a intérêt à faire Herzog aujourd'hui... Non, il faudrait aussi changer le peuple. Il faut changer le peuple. Mais si on change le système politique, la seule possibilité pour le faire, c'est une alliance entre les deux grands partis qui auraient intérêt à changer le système. Et à ce moment-là, le parti d'opposition peut être une alternative. Aujourd'hui, le parti travailliste n'est pas une alternative. Et toute la question, c'est Herzog, s'il réfléchit en tant que, je dirais, stratège politique, s'il en est capable, je ne suis pas certain. Non, il est très capable. C'est un homme très intelligent. Alors, s'il a cette stratégie politique, il faut qu'il change le système, parce que c'est seulement dans un autre système politique qu'il pourra être une alternative. Aujourd'hui, dans ce système, il ne pourra que obtenir... il n'aura jamais de coalition. Il ne pourra jamais constituer une coalition de gauche. Donc, il faudra forcément qu'il fasse une coalition avec le centre droit, voire la droite. Donc, autant faire cette alliance pour changer le système électoral et après, peut-être, devenir une alternative. Il ne présente aucune alternative politique. Pourquoi tu veux qu'on vote pour Herzog? Oui, je le dis très clairement. Moi, je ne vote pas pour Herzog. Il n'a jamais présenté une vraie alternative politique. Et ce dernier discours en France, c'est une catastrophe. Au niveau international, au niveau national, au niveau du Parti travailliste, au niveau de la camp de la paix, au niveau de la gauche israélienne, c'est un discours qui dit « je me rends ». Il n'y a rien à faire. Je me rends à l'idéologie dominante. Non, il ne se rend pas à l'idéologie. Il se rend à une idéologie qu'il n'a plus dans la tête, à laquelle il ne croit plus. Et le pire pour un parti politique, c'est de perdre son chemin. C'est pour ça qu'il a perdu sa raison d'être. Il a perdu sa raison d'être. C'est pas moi qui vais défendre la raison d'être du Parti travailliste. Moi, je crois qu'il a une raison d'être. Le Parti travailliste, effectivement, a fait son temps, il a besoin de se renouveler, et quelque part, Herzog a aussi le calcul, il voit la possibilité d'élections primaires, il voit la possibilité qu'on vienne aujourd'hui aller chercher un général comme Ashkenazi pour aller aux primaires et être une espèce de... Le Parti travailliste est en train de rechercher un sauveur, quelque part, quelqu'un qui va sauver la patrie, si je peux dire, et le parti, et donc on essaye de prendre des recettes de droite pour faire gagner le Parti travailliste. Et là-dessus, c'est peut-être une erreur idéologique, mais je ne suis pas sûr que, pratiquement, c'est peut-être pas un mauvais calcul. Alors, quand vous dites c'est sur le plan international, je pense que sur le plan international, le fait qu'un dirigeant de l'opposition
disent qu'il y a une vraie incitation à la violence et qu'il y a du terrorisme et qu'aujourd'hui, le partenaire que nous avons n'est pas... Et qui ne parle pas de l'occupation, et qui ne parle pas de Hebron, et qui il n'a pas parlé de Hebron à Paris, mais pourquoi il ne parle pas de Hebron à Paris? Il n'a aucune raison de parler avec Hollande à Paris parce qu'il y a une situation compliquée. Michael, il y a une personnellement, tu ne comprends pas que l'occupation, en fin de compte, c'est un des éléments clés qui ne permet pas la solution de ce conflit. Je crois qu'effectivement... c'est la différence entre la droite et la gauche. Oui, le terme d'occupation, c'est la vraie différence. Le terme d'occupation ne me convient pas parce que je pense que c'est un terme éculé. Ça fait 40 ans qu'on vit sur des termes d'occupation et c'est terminé. On est en train de dominer un autre peuple 49 ans et on va célébrer cette année, on va applaudir, on va s'applaudir. Pour les Arabes palestiniens, l'ensemble de l'État d'Israël est une occupation. Et donc on n'est pas à chaque fois à revenir sur la question de la souveraineté. Elle n'a jamais été posée, elle devra être posée et il faudra qu'il y ait une reconnaissance des deux côtés de la souveraineté. Elle n'a jamais été posée. On est parti sur un autre débat, celui de l'occupation ou des implantations, mais c'est la continuité de celui-là, je vous l'accorde. On le continuera une prochaine fois. Merci Michael Barzvi, merci Nissim Zvili.